En 1921, une femme nommée Crescence Rigueur travaillait comme domestique dans une ferme isolée d'un village appelé Caïfec. Mais elle ne s'est jamais sentie à l'aise de travailler là-bas. Parce que la nuit, quand tous les membres de la famille de son employeur dormaient, elle entendait souvent des bruits étranges provenant du grenier de la maison. Serait-ce une souris? Non, ça ne ressemblait pas à une souris, pensa-t-elle. Cela ressemblait plus à des pas humains. Les choses étranges ne se sont pas arrêtées là, cependant. Pour une raison quelconque, elle ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être surveillée par quelqu'un ou quelque chose, surtout lorsqu'elle était seule à la maison. Au fil du temps, elle est devenue convaincue que la maison était hantée. Ainsi, en septembre 1921, elle décide de quitter son emploi car elle ne supporte plus les horreurs du lieu. Elle ne voulait plus rester dans cet endroit qui lui faisait toujours des frissons dans le dos. Et sa décision a fini par lui sauver la vie car 6 mois après son départ, quelque chose de terrible s'est produit à la ferme. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom d'affaire du meurtre Hinterkaifeck. Comme déjà mentionné, la ferme Hinterkaifeck est située à Caïfec, un village en Allemagne à environ 80 km de Munich. Mais n'imaginez pas que la ferme est au milieu du village. C'était derrière le village, à environ 1 mile de distance, et la seule route reliant le village et la ferme était un étroit chemin de terre dans la petite forêt au nord et à l'ouest de la ferme. Par conséquent, le nom non officiel est Hinterkaifeck. Hinter lui-même signifie derrière en allemand. Hinterkaifeck est occupé par une famille composée du patriarche Andreas Gruber, 63 ans. Sa femme de 72 ans, Casilia. Leur fille veuve de 35 ans, Victoria Gabrielle. Et leurs petits-enfants, Casilia, 7 ans, et Joseph, 2 ans. La femme d'Andreas porte le même prénom que sa petite fille, elles s'appellent toutes les deux Casilia. Donc, pour faciliter les choses, nous appellerons la grand-mère Casilia Senior, tandis que la petite fille Casilia Junior. Dans leur vie quotidienne, la famille a tendance à se fermer à ses voisins, Andreas ne se rendant qu'occasionnellement au village pour interagir avec les villageois. Mais ils savaient tous que leur ancienne bonne, Crescence, avait très peur d'être à Hinterkaifeck. Oui, c'est parce qu'elle avait raconté aux voisins et aux villageois toutes ses expériences effrayantes en travaillant là-bas. Ils n'ont donc pas été surpris d'apprendre qu'elle avait cessé de travailler pour les Gruber. Mais en mars 1922, Andreas commença à ressentir les bizarreries qui avaient été auparavant ressenties par son ancienne femme de chambre. D'abord, il entendit des bruits comme des pas provenant du grenier. Mais quand il l'a vérifié en personne, il n'y a rien trouvé. Il a donc supposé que ce n'était que son imagination. Mais ensuite, il a continué à trouver des choses étranges qui se passaient dans sa maison. À une occasion, il trouva chez lui un journal d'une publication munichoise. Il savait très bien que personne dans son quartier n'était abonné au journal, encore moins lui-même. Alors pourquoi est-ce dans sa maison? Encore une fois, il a essayé de le rationaliser, pensant que le livreur avait la mauvaise adresse. Ce qui s'est passé ensuite, cependant, a rendu Andreas mal à l'aise. Il a trouvé des empreintes de pas dans la neige d'une forêt voisine, dont le nom était Witch's Wood, et elles ont conduit à la salle des machines dans la dépendance. Oui, la maison est bien entourée de granges et de dépendances. Et maintenant, Andreas soupçonnait que l'étranger était toujours dans l'une des dépendances parce qu'il ne pouvait pas trouver d'autres empreintes de pas menant hors du bâtiment. Cela signifiait que, quel que soit l'intrus, ils étaient toujours là. Donc, le cœur battant, Andreas s'approcha du bâtiment, et bien sûr, la serrure de la porte avait été brisée. Mais encore une fois, il n'a trouvé personne à l'intérieur quand il a vérifié. De même, lorsqu'il a vérifié toutes les dépendances, les granges et sa propre maison, il n'a pas trouvé l'étranger, ni rien de volé. Mais cela ne signifie pas que les choses étranges dans sa maison ont cessé. Au lieu de cela, ils ont dégénéré au point où tout le monde dans la maison a entendu le bruit dans le grenier. Et pour ne rien arranger, l'un des ensembles de clés de la maison et des dépendances a subitement disparu. Aucune des personnes présentes dans la maison ne savait où ils se trouvaient, et personne n'a prétendu les avoir emmenés quand Andreas l'a demandé. Confus et en colère, Andreas a ensuite raconté à ses voisins tout ce qui s'était passé chez lui, mais ils n'ont jamais vu d'étrangers dans leur quartier. Pourtant, ils étaient inquiets pour la famille d'Andreas, alors l'un des voisins a proposé de lui prêter une arme afin qu'il puisse protéger sa famille au cas où il y aurait vraiment un intrus dans sa maison. Mais d'une manière ou d'une autre, Andreas a refusé l'offre. Et pour une raison quelconque, il n'a signalé à la police aucun éventuel intrus dans sa maison et n'en a parlé qu'aux voisins. Malgré tous les ennuis, la famille Gruber devait encore travailler quotidiennement dans ses fermes et son bétail. Et même si, au début, ils pouvaient travailler et s'occuper de la maison en même temps, ils ont commencé à se sentir troublés au bout d'un moment. La famille avait essayé de trouver une bonne de remplacement, mais le problème était qu'ils avaient du mal à le faire. Naturellement,
Qui voudrait travailler dans une maison hantée comme ça? Mais leur chance a tourné le 31 mars 1922, car ils ont réussi à trouver quelqu'un qui travaillerait pour eux ce jour-là. C'est une femme de 45 ans qui s'appelle Maria Baumgartner. Pour votre information, Maria est en fait molle et elle a aussi de légères difficultés d'apprentissage. Mais même ainsi, elle a quand même accepté le poste de femme de ménage à Interkefek car, après tout, elle avait vraiment besoin d'argent. Elle en avait tellement besoin qu'elle ne se souciait pas de devoir vivre dans une maison effrayante. Ainsi, le 30 mars, elle a quitté sa maison et a marché environ 7 milles de sa ville natale de Mulried à Kaifek. Elle a passé la nuit chez sa sœur, Franziska, avant de se rendre à la ferme Interkefek le lendemain après-midi. Franziska l'y accompagna, mais elle rentra chez elle une demi-heure après leur arrivée. Si Maria était revenue avec Franziska, ou si elle était arrivée à la ferme le lendemain, le 1er avril, elle aurait échappé au massacre vicieux qui s'est produit le 31 mars. Malheureusement, elle a choisi de rester. Cette nuit-là, l'intrus a décidé qu'il était temps pour eux de mener à bien leur action en tuant tout le monde dans la ferme. Premièrement, ils ont tué Andreas, Casilia Sr., Victoria et Casilia Jr. dans la grange un par un. Après cela, le tueur s'installe dans la maison pour tuer Maria et le petit Joseph pendant qu'ils dorment dans leurs chambres respectives. 5 des 6 personnes ont été brutalement assassinées en étant matraquées à plusieurs reprises sur la tête à l'aide d'une pioche, un outil semblable à une pioche. Seul Joseph a été touché une fois, mais le coup à la tête a été si fatal qu'il est mort sur le coup. En fait, presque toutes les victimes sont mortes immédiatement après avoir été attaquées, à l'exception de la jeune Casilia. Elle était encore en vie des heures après avoir été attaquée, comme en témoignent les touffes de cheveux dans ses mains lorsqu'elle a été retrouvée. Très probablement, elle était confuse et choquée par ce qui s'est passé. Et dans sa douleur, elle a commencé à s'arracher les cheveux avant de finalement s'arrêter quand elle est morte. En fait, personne ne sait exactement comment le meurtre s'est déroulé dans le détail. Tout comme personne ne sait comment le tueur a attiré Andreas, Victoria et les 2 Casilia dans la grange. Oui, le tueur a réussi à les attirer tous un par un dans la grange avant de les tuer, comme en témoigne aucun signe de résistance de la part des victimes ou signe qu'elles étaient ligotées. Alors, comment ont-ils été attirés là-bas? Ou peut-être qu'ils étaient tous les 4 dans la grange quand le tueur les a attaqués? Mais qu'est-ce qu'ils font là la nuit? À ce moment-là, Andreas et sa femme étaient déjà en chemise de nuit, indiquant qu'ils étaient prêts à aller se coucher. Peut-être que le tueur les a attirés dans la grange, mais nous ne savons pas comment. Une chose est sûre, le tueur n'aurait pas pu faire ça en faisant du bruit. Parce qu'après la découverte des corps, la police a mené une expérience où ils ont essayé de crier de l'intérieur de la grange, mais ils ont constaté que leurs cris ne pouvaient être entendus d'aucune autre partie de la ferme. Parlant de la découverte des corps, ils n'ont été découverts par des voisins que 4 jours après le meurtre, le 4 avril pour être précis, même si plusieurs personnes s'étaient arrêtées devant la maison du 1er au 3. Dans l'après-midi du 1er avril, les frères Hans et Edward Skirowski, qui travaillaient comme vendeurs de café ambulants, sont venus à Interkefek et ont frappé à la porte de l'entrée de la maison. Mais personne ne les saluait, peu importe combien de fois ils frappaient aux portes et aux fenêtres. Ils se sont sentis encore plus étranges lorsqu'ils ont réalisé que la ferme était très calme, même si l'endroit était généralement animé par les activités de ses habitants à cette heure. Furieux, ils décidèrent de faire le tour de la ferme et virent le portail de la salle des machines grand ouvert. Mais malgré tout, ils n'osaient entrer dans aucun des bâtiments sans autorisation, alors ils sont simplement partis. Plus tard dans la journée, un charpentier du nom de Michael Plock le traversait la ferme en rentrant du travail lorsqu'il a remarqué que la porte de la cuisine des Gruber était ouverte. Et pendant qu'il marchait, quelqu'un de l'intérieur de la cuisine a soudainement pointé une lampe de poche sur lui. Michael ne pouvait pas voir clairement qui c'était, mais à l'époque, il n'y pensait pas beaucoup parce qu'il pensait que c'était juste Andreas. Une chose était sûre, cependant, Michael pensait que la personne qu'il voyait était un homme. Le lendemain, le 2 avril, était un dimanche, et il était de coutume pour les Gruber d'aller à l'église un jour comme celui-ci. Mais les gens ne se doutaient toujours de rien lorsque la famille ne venait pas à l'église à ce moment-là, d'autant plus que des voisins ont vu de la fumée sortir de la cheminée de la maison des Gruber. Ils pensaient que tout allait bien dans la maison et la famille n'avait pas envie de sortir de la maison, d'autant plus qu'il neigeait ce week-end. Ce n'est que le 3 que les gens ont commencé à soupçonner que quelque chose était peut-être arrivé aux Gruber. Les professeurs de l'école de Casilia se sont rendus compte qu'elle ne venait ni le lundi ni le samedi. Tout cela, ajouté à l'absence de la famille Gruber à l'église hier, les a amenés à se demander si la famille avait une maladie. Mais les gens ne sont toujours pas entrés dans la maison ou la grange, même si 2 personnes ont mis les pieds dans la ferme à cette date. Le premier était le facteur qui livrait le courrier le matin, et le second était Albert Ruffner, à qui Andreas avait précédemment demandé de réparer les machines agricoles. Bien sûr,
Albert a d'abord attendu que quelqu'un de la maison sorte. Mais au bout d'une heure, il ne trouva personne, il décida de se mettre directement au travail pour réparer la machine. Il pensait que la famille était sortie de la maison parce que l'endroit était si calme. Les seuls sons qu'il entendait étaient les animaux de la ferme et le chien de la famille qui aboyait constamment depuis l'intérieur de la maison. Environ 4h30 plus tard, il a fini de réparer la machine. Mais alors qu'il se préparait à rentrer chez lui, il découvrit que le chien était déjà dehors. Il était attaché à côté de la porte d'entrée de la maison, aboyant toujours. Et l'autre chose qu'il réalisa fut que maintenant la porte de la grange était ouverte. Cependant, il n'était pas sûr si la porte avait été ouverte avant ou non. Et il n'est pas non plus allé dans la grange. Il n'y a jeté qu'un coup d'œil de loin avant de partir. Vers 15h30 le 4 avril, un voisin inquiet du nom de Lawrence Schlittenboe a finalement envoyé ses deux fils vérifier la situation à Interkefek. Mais en quelques minutes, ils sont tous les deux rentrés chez eux après n'avoir trouvé personne. Cependant, cela inquiétait encore plus Lawrence, alors il a décidé de se rendre directement à la ferme avec deux autres voisins, Michael Paul et Jacob Sigiel. Arrivés là-bas, ils ont tous les trois ouvert la porte d'entrée, qui n'était pas verrouillée, et n'ont rien trouvé d'anormal à l'intérieur si ce n'est qu'il y avait des traces de vaisselle sale dans la cuisine. Puis, comme personne ne répondait, même s'ils appelaient à plusieurs reprises les propriétaires de la maison, ils décidèrent de vérifier les dépendances et la grange. Et c'est là qu'ils ont finalement découvert pourquoi ils n'avaient pas vu les Gruber depuis le week-end. C'était parce qu'ils étaient morts et que leurs cadavres étaient cachés derrière la paille de la grange. Andreas, Victoria et deux Casillas étaient couverts de sang et avaient des blessures à la tête. Lawrence et les autres ont été choqués par la scène devant eux, mais ils ont remarqué qu'un membre de la famille n'était pas dans la grange. Ils sont donc retournés à la maison principale et, après une recherche plus approfondie, ils ont finalement trouvé les corps de Maria et Joseph. Maria était dans la femme de chambre, couverte par les draps, tandis que Joseph était dans le berceau de la chambre de Victoria, couvert par sa jupe. Quelques heures après avoir découvert les corps, la police et les détectives ont envahi la ferme Interkefek pour enquêter sur les meurtres. Et le lendemain, le médecin de la cour Johann Baptiste Omulé a commencé à pratiquer des autopsies sur les 6 corps dans la grange à l'aide d'une table de fortune. L'autopsie a révélé que toutes les victimes avaient été assassinées vendredi soir ou à minuit le 31 mars. Ces résultats contredisent certainement ce que voient les voisins et les villageois. Michael Plockle, le charpentier, a vu quelqu'un pointer une lampe de poche sur lui à l'intérieur de la maison samedi. Des voisins ont vu de la fumée s'échapper de la cheminée de la maison dimanche. Et Albert Höfner, l'homme à tout faire, a vu lundi le chien de la famille sortir de la maison. Donc de tous ces témoignages, on peut conclure que le tueur, ou les tueurs, sont restés à Interkefek pendant 4 jours après avoir brutalement assassiné les victimes, comme s'ils étaient en vacances là-bas. Cette conclusion est conforme aux conclusions de la police, qui a découvert que de la nourriture avait été préparée et mangée dans la maison entre le moment après le meurtre et avant l'arrivée de Lawrence. De plus, la police a découvert qu'un lit de la maison venait d'être utilisé pour dormir, et qui d'autre l'aurait fait si ce n'était du tueur. Un autre élément de preuve est que les animaux sont également en bonne santé, ce qui indique que le tueur a pris le temps de les nourrir et de s'occuper d'eux. Sans parler de cela, le tueur y a même pressé le lait de vache. Mais toutes ces découvertes ne permettent toujours pas de répondre à 2 questions importantes concernant cette affaire. Qui a tué la famille Gruber et pourquoi? La police a d'abord pensé que le vol était le mobile du tueur. Vous voyez, la situation de l'Allemagne en 1922 n'était pas si bonne. La Première Guerre mondiale venait de se terminer 4 ans plus tôt, provoquant une inflation galopante et des millions de personnes tombant dans la pauvreté et le chômage. Ainsi, certains vagabonds ciblent peut-être la famille Gruber, qui est en effet assez riche parmi les habitants de Kaifek. Mais la police a immédiatement abandonné cette hypothèse après avoir découvert qu'il y avait beaucoup d'argent, de bijoux et de pièces d'or dans la maison. Si les Gruber ont été tués par des gens qui voulaient leur richesse, pourquoi ne les ont-ils pas emmenés? Une fois la théorie du vol éliminée, la police a commencé à rechercher un autre suspect. Leurs soupçons se sont finalement portés sur Lawrence Schlittenboe, l'homme qui a mené les recherches le jour où les corps ont été retrouvés. Parce qu'il s'est avéré que Lawrence n'était pas seulement un voisin de la famille Gruber. Il avait une relation spéciale avec Victoria depuis 1918 et était probablement le père de Joseph. Leur relation n'était pas seulement un fait spéculatif, comme Victoria et Lawrence l'ont tous deux admis. Ils avaient même prévu de se marier avant que le père de Victoria, Andreas, ne leur interdise de le faire. Ainsi, après l'échec de leur relation, Lawrence a choisi d'épouser une autre femme. Mais cela n'a pas empêché Victoria de poursuivre Lawrence pour fournir une pension alimentaire ou une pension alimentaire à Joseph. Ainsi,
La police soupçonne Lawrence d'être venu à Interkefek dans la nuit du 31 mars pour tuer Victoria et le reste de sa famille car il voulait éviter de payer la pension alimentaire du bébé de Joseph. Les soupçons de la police à l'égard de Lawrence étaient étayés par la façon dont il s'était comporté pendant et après la découverte des corps. Par exemple, il détruit les scènes de crime en déplaçant les corps dans la grange dès qu'il les trouve. Il a estimé qu'il avait fait cela parce qu'il craignait que Joseph soit parmi les corps, même s'il avait toujours refusé de reconnaître Joseph comme son fils. Il connaissait également très bien les tenants et les aboutissants de la ferme, étant donné que sa maison n'était qu'à quelques centaines de mètres. Mais malgré tout cela, la police a finalement été forcée d'abandonner ses soupçons sur Lawrence parce qu'elle n'a pu obtenir aucune preuve solide qu'il était le tueur. D'ailleurs, comment a-t-il pu être à Interkefek tout le temps du soir du 31 mars au 3 ou 4 avril sans que personne ne s'en aperçoive? Quelqu'un aurait remarqué son absence s'il allait et venait de sa maison à la ferme. Donc, en d'autres termes, il a un alibi. Mais il existe encore une autre théorie qui tente de déterminer qui est l'auteur de ce meurtre. Cependant, cette théorie est un peu ridicule car les personnes qui l'avaient tenue croyaient que le tueur de la famille Gruber était le mari de Victoria, Carl Gabriel. Alors pourquoi Carl a-t-il tué sa femme et sa famille, même son propre enfant? C'est parce que Joseph serait le fils d'Andreas, qui n'est autre que son grand-père. En effet, Andreas et Victoria ont eu une relation que père et fille n'auraient pas dû avoir de 1907 à 1910. Bien que cela n'ait pas fonctionné de manière consensuelle car Andreas a forcé Victoria à le faire. Mais malgré tout, ils ont tous deux été reconnus coupables en 1915 de relations incestueuses, et en conséquence, Andreas a dû être emprisonné pendant 1 an, tandis que Victoria a été condamnée à 1 mois. Mais même s'ils ont été punis, il y a encore des rumeurs autour du village de Kaifek qui disent qu'Andreas et Victoria ont poursuivi leur relation illicite. La rumeur a même déclaré qu'Andreas était le vrai père de Joseph, et Victoria a forcé Lawrence à reconnaître Joseph comme son fils parce qu'elle avait l'intention de dissimuler la vérité. Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec la théorie selon laquelle Carl Gabriel est le tueur d'Interkefek? Eh bien, certaines personnes soupçonnaient que Carl était secrètement retourné à Interkefek, et il était furieux lorsqu'il a découvert que Victoria était enceinte de son propre père. Alors pour se venger, il tue Victoria et toute sa famille. Cette théorie est intéressante, mais elle a un gros trou car Carl est mort en France pendant la guerre mondiale en 1914. Les détectives ont même interrogé 2 anciens soldats qui ont combattu aux côtés de Carl dans le passé, et ils ont tous deux vu comment il est mort et ont pu identifier le corps. Malheureusement, cette grande question reste sans réponse. Personne ne sait qui a tué la famille Gruber, et l'affaire reste non résolue à ce jour. Les corps des 6 victimes du meurtre ont été enterrés quelques jours après leur découverte. Cependant, ils ont été enterrés sans leur tête parce que les autorités avaient besoin des têtes pour des preuves médico-légales. Mais malheureusement, ces têtes ont disparu quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale. La perte de preuves rend également plus difficile la recherche des auteurs du meurtre. Quant à la ferme de la scène du meurtre, la propriété est passée au père de Carl, Carl Gabriel, quelques mois plus tard. Mais personne ne veut y vivre, et personne ne veut l'acheter, vu son statut de scène de crime. Ainsi, en 1923, Goulet décida de démolir tous les bâtiments de la zone agricole. Et c'est là qu'il trouve l'arme que le tueur a utilisée pour tuer les Gruber. La pioche était cachée sous le plancher en bois de la maison, avec du sang séché et des cheveux collés dessus. Mais le tueur semblait avoir tout prévu car aucune empreinte n'a été retrouvée sur l'arme. Le tueur a peut-être porté des gants lorsqu'il a commis le crime, ou il a peut-être essuyé l'arme par la suite. Mais que pensez-vous de cette affaire? Selon vous, qui aurait le cœur de commettre un crime aussi brutal? Vous souvenez-vous de la déclaration de l'ancienne bonne de la famille Gruber? Elle avait entendu des bruits provenant du grenier de la maison, même des mois avant le meurtre. Cela signifie donc que le tueur aurait pu se cacher dans la ferme bien avant d'agir.